RTS. Après le largage de la première bombe atomique sur Hiroshima en août 1945, les grandes puissances mondiales, USA et Union soviétique en tête, se lancent dans une course effrénée aux armements atomiques. Au cours de la décennie des années 50, les essais nucléaires se multiplient et la puissance des bombes augmente. La Suisse elle-même projette d'entrer dans cette course. Le 11 juillet 1958, dans une déclaration officielle, le Conseil fédéral annonce étudier la possibilité de doter la Suisse d'armements atomiques. Posséder la bombe ou des armements atomiques, c'est posséder une force de dissuasion contre l'ennemi potentiel. Tel est le slogan des partisans de la bombe. La Suisse a beau être un pays officiellement neutre, la question de l'armement nucléaire y a été envisagée. Durant plusieurs décennies, ce projet a été étudié sérieusement par l'armée et les experts et même considéré à certains moments comme réalisable. La Suisse et la bombe atomique, c'est le sujet de ce nouvel épisode de 1001 archives. Le 1er février 1946, Radio Lausanne propose à ses auditrices et auditeurs un débat autour de la bombe atomique. 6 mois ont passé depuis que les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le journaliste Benjamin Romieux a réuni autour de la table 6 personnes invitées à s'exprimer sur le sujet. Un écrivain, un pasteur, un professeur de théologie, un représentant syndical, un haut gradé de l'armée et un scientifique. L'effroi suscité par les premières explosions atomiques est perceptible dans les propos de l'homme de foi invité au débat, le pasteur Gaillard. Il faut reconnaître que notre génération vient d'ouvrir l'ère atomique par un crime. Au point où nous en sommes, nous avons le droit d'envisager radicalement l'hypothèse de la destruction totale du monde par la main de l'homme. Et devant cette hypothèse, tous nous avons peur. Comme chrétien, je prends conscience ici de ce fait que le Nouveau Testament d'où je tire ma foi affirme déjà que ce monde sera détruit. Au XIXe siècle, une telle pensée paraissait une utopie. Elle nous frappe aujourd'hui comme une vérité scientifique, comme une hypothèse prochainement réalisable. Une autre voix sombre se joint à celle du pasteur, celle de l'écrivain français Edmond Jaloux. On nous a dit souvent que les moyens de détruire augmentaient de plus en plus et que les hommes étaient effrayés de ce pouvoir au point de reculer devant de nouvelles guerres. Or, nous avons vu ce qu'il en était de ces affirmations naïves en 1914 comme en 1939. Nous nous trouvons donc aujourd'hui en face du plus terrible moyen de destruction que l'homme ait jamais entrevu. Il est impossible de savoir si un jour ou l'autre, une quelconque connaissance n'aboutira pas à une demi-destruction de notre planète. En tout cas, la question est posée. Les optimistes nous disent que la terreur même causée par une telle perspective empêchera les États de s'en servir. Nous savons parfaitement qu'un pareil optimisme ne repose sur aucune expérience. Rien n'a empêché un État d'utiliser les pires moyens de destruction s'il avait l'espoir d'avoir plus vite la victoire. Cette tonalité pessimiste ne couvre pas l'ensemble du débat, bien au contraire. Les autres intervenants mettent l'accent sur les perspectives de progrès que porte l'énergie nucléaire. Ce point de vue est défendu par le scientifique invité et il est exprimé avec enthousiasme par le délégué syndical Charles Schurch. Je trouve qu'il est bien malheureux que la découverte de la fission de l'uranium faite entre 1939 et 1940 ait eu lieu pendant le dernier conflit mondial et que les nécessités de la guerre aient suggéré aux hommes d'utiliser cette admirable découverte pour en faire, en toute autre application, un explosif
dont chacun a pu lire dans les journaux les effets terrifiants, alors que les possibilités qu'elle semble offrir à l'homme, comme on vient de le dire, les conséquences grandioses actuellement à peine imaginables qui résulteront de l'emploi de l'énergie atomique doivent, ainsi que l'a dit le physicien Seini de Genève, permettre à l'humanité de réaliser dans la société future ses rêves les plus audacieux. Il faut fonder dès maintenant une collectivité nouvelle qui, consciente de la puissance inouïe mise au service de l'humanité, tout entière, comprenne que l'agressivité entre nations doit être définitivement abolie. Il faut œuvrer pour l'avènement d'un gouvernement mondial unique. C'est alors seulement que le divin message, vieux de presque 20 siècles, paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté, prendra toute sa signification et trouvera sa réalisation. Pour certains, l'énergie nucléaire offre au monde des perspectives radieuses. Les termes en demeurent assez vagues. Le délégué syndical Charles Schurz imagine peut-être cet avenir en nombre de places de travail créées, en élévation de la qualité de vie des foyers, en augmentation du confort de la population. Toujours est-il que c'est bien cette voie optimiste qui prendra en Suisse le pas sur la voie de la peur. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de façon croissante dans les années 50, l'enthousiasme pour le nucléaire civil sera un credo largement partagé par la communauté scientifique suisse, par le monde économique et celui de l'industrie, et par le monde politique en général, gauche et droite confondues. Nous n'avons pas encore entendu le point de vue du militaire participant au débat radiophonique de 1946. Il s'agit en l'occurrence du colonel commandant de corps Louis de Montmolin, chef de l'état-major des armées. Son intervention nous ramène à la question du nucléaire militaire. Quelles conséquences l'invention de la bombe atomique va-t-elle avoir sur l'armée suisse ? Les 2 bombes tombées à Hiroshima et à Nagasaki n'ont pas seulement mis hors de cause une armée et surtout un peuple, elles ont aussi fait impression sur tous ceux, civils et militaires, qui peuvent se demander à juste titre si les lois de la guerre, la structure des armées et les méthodes de combat ne vont pas devoir subir une révolution profonde. Tel n'est pas mon avis. Sans vouloir minimiser l'importance de la découverte de ce nouveau moyen de détruire un adversaire et finalement de remporter la victoire, on peut, je crois, s'en remettre à l'opinion de quelques grands chefs des armées victorieuses qui ont déclaré, avec toute la clarté voulue, que les armées avaient encore leur raison d'être et que le temps n'était pas encore venu de bataille où seuls quelques savants feraient fonction de combattants. Louis de Montmolin admet cependant que la Suisse ne doit pas s'endormir et qu'elle doit prendre en compte la nouvelle situation. Il donne quelques pistes. Profiter encore mieux de la protection des montagnes ou développer l'aviation et la défense aérienne, par exemple. Le discours du commandant de corps de Montmolin peut donc laisser penser que l'armée suisse ne va pas radicalement modifier sa stratégie suite à la découverte de la bombe atomique. Mais en vérité, dès l'automne 1945, le Conseil fédéral a créé une commission de recherche sur l'énergie atomique. Le but officiel de cette commission est de développer l'exploitation de l'énergie atomique et la recherche. Mais cette commission a aussi une autre mission, secrète celle-là: étudier les possibilités de développement d'armements atomiques de conception suisse. Durant plus de 12 ans, jusqu'à la déclaration publique du Conseil fédéral de 1958, ce projet restera confidentiel et ne sera partagé que par un nombre restreint de personnes. Le commandant de corps Louis de Montmolin, chef de l'état-major général de l'armée suisse, pouvait-il l'ignorer lorsqu'il prend part au débat que l'on vient d'entendre ? Paul Scherrer, le directeur de l'Institut de physique de l'École polytechnique fédérale de Zurich, le PFZ, est placé à la tête de cette commission de recherche sur l'énergie atomique. Il en assumera la mission officielle et la mission secrète. Paul Scherrer est un physicien de renommée internationale.
Né en 1890, il est nommé à l'âge de 30 ans seulement professeur de physique expérimentale à l'EPFZ et devient directeur de l'Institut de physique de l'EPFZ en 1927. Il oriente ses recherches sur la physique atomique. Sous sa direction, seront construits à la fin des années 30 2 accélérateurs de particules, le cyclotron puis le tensator. Durant sa carrière, Paul Scherrer a côtoyé les plus grands noms de la physique, à l'instar d'Albert Einstein, qui possède le passeport suisse et qui a accompli une partie de sa formation à l'EPFZ. En 1954, l'inventeur de la théorie de la relativité est en Suisse à l'occasion de son 75e anniversaire et Paul Scherrer lui adresse un hommage conservé dans nos archives. Permettez-moi de vous dire la fierté de tous les Suisses d'avoir en vous un concitoyen. N'êtes-vous pas toujours surécois? Et un des plus éminents hommes de science du monde. Nous ne voulons pas vous accabler de votre célébrité. Vous souvenez-vous de l'époque où vous confectionniez à Arrow des dragons volants qui volaient véritablement? Vous souvenez-vous de vos études au Poly, de ce que vous appeliez votre école de recrues intellectuelles? Mais tandis que vous irritiez Weber et Pernet avec vos méthodes de calcul, qu'ils ne comprenaient pas toujours bien, vous vous inspiriez des cours de Minkowski qui devaient vous conduire à l'élaboration des théories de la relativité. Permettez-moi de faire à mes compatriotes la joie de leur apprendre que vous étiez encore parmi nous quand vous avez produit vos grands travaux qui ont fait, pour une bonne part, de la physique ce qu'elle est aujourd'hui. Paul Scherrer a des contacts dans le monde entier, et notamment avec les scientifiques américains qui ont une longueur d'avance sur le reste du monde en matière de recherche nucléaire. Dans le courant des années 50, il est une personnalité incontournable dans le domaine de la recherche atomique et dans celui de la promotion et du développement de l'énergie nucléaire en Suisse. Le professeur Paul Scherrer, président de la Commission suisse pour l'énergie nucléaire, rentré hier à Zurich, s'associe aujourd'hui à Radio Genève pour nous donner le reflet des délibérations du Conseil européen pour les recherches nucléaires, dont il est le président, et qui, ainsi que vous le savez, a décidé de construire en Suisse le laboratoire européen pour les recherches nucléaires. À vous, professeur Scherrer. À Amsterdam, nous avons... Paul Scherrer va participer activement à la création du Centre international de recherche atomique fondamentale, le CERN. Il a œuvré de façon essentielle à la décision prise en 1953 d'établir ce laboratoire de recherche sur le territoire genevois, alors que d'autres lieux étaient également considérés. La France, représentée par les délégués des professeurs Perrin et M. Valeur, a beaucoup facilité le choix en retirant son offre en faveur de Genève. Seulement après une discussion de plusieurs heures, on a pu trouver une solution qui satisfaisait toutes les délégations. La résolution de choisir Genève comme siège du futur laboratoire était prise à l'unanimité et sans qu'il fallait voter du tout. Comme président de cette science importante, j'aimerais exprimer les remerciements de la Suisse aux pays qui ont retiré leurs offres, ce qui nous permettra d'avoir le laboratoire à Genève. Il va sans dire que d'avoir un laboratoire scientifique d'une telle envergure, il va coûter 100 millions de francs suisses, est un privilège exceptionnel. Il va non seulement apporter à la Suisse un grand afflux d'hommes de science de premier ordre, mais comme science est identique avec le progrès futur de la technique, il va fructifier nos universités et notre industrie. La construction du CERN débute en 1955 et le premier accélérateur de particules entre en fonction en 1957. Paul Scherrer va également être l'un des artisans de Reactor AG, une société privée rassemblant 125 entreprises suisses intéressées à s'investir dans le domaine nucléaire. Largement subventionnée par la Confédération, cette société est basée à Wurenlingen, dans le canton d'Argovie. Et c'est donc à cet homme, Paul Scherrer, que le Conseil fédéral confie le mandat secret d'imaginer la fabrication d'une bombe atomique suisse. D'autres scientifiques s'intéressent en Suisse à leur niveau à l'étude et à la promotion de la physique nucléaire.
Parmi ces scientifiques, on trouve André Chavannes. Ce Genevois d'origine française est professeur de mathématiques et de physique. À partir de 1955, il collabore au comité de rédaction d'une encyclopédie intitulée « L'ère atomique ». À l'été de cette même année, comme beaucoup de ses confrères, il suit de près les travaux de la Conférence atomique de Genève. En août 1955, en effet, s'est ouverte à l'ONU, à Genève, une grande conférence sur l'énergie atomique. C'est la première conférence internationale dédiée aux applications pacifiques de l'énergie atomique. 72 nations y participent, et parmi elles, les USA et l'URSS. Quelques semaines auparavant, toujours à Genève, a eu lieu un sommet réunissant les grandes puissances nucléaires pour des discussions sur la paix et la sécurité. Si ce sommet n'a pas conduit à des progrès décisifs, cette rencontre a permis, semble-t-il, d'établir un climat de relative détente. Après ce sommet, la conférence atomique donne pour la première fois l'occasion aux puissances nucléaires d'échanger les résultats de leurs recherches dans le domaine civil. Pour le grand public, c'est l'occasion de se familiariser avec la science nucléaire à travers une exposition intitulée « L'atome pour la paix », présentée en marge de la conférence de l'ONU. André Chavannes participe à cette opération de vulgarisation scientifique en tant que chroniqueur pour le compte de Radio Genève à travers une série d'émissions présentant l'état de la science. En 1934, l'Italien Fermi eut l'idée de soumettre aux neutrons les divers éléments chimiques, les 92 éléments chimiques dont nous avons beaucoup parlé, les uns après les autres. Les neutrons venaient d'être découverts 2 années auparavant. Au cours de cette étude, il démontra que les neutrons étaient spécialement actifs, comme on dit, ils avaient une grande probabilité de réaction, lorsqu'ils étaient ralentis par choc contre des atomes légers, contre des atomes d'hydrogène, par exemple, à la manière d'une boule de billard qui, rentrant dans une famille de boules de billard, ne tarde pas à perdre toute sa vitesse après une série de chocs. Pour cette découverte de l'action spéciale des neutrons ralentis, Fermi devait obtenir le prix Nobel en 1938. Au moment de la clôture de la conférence de l'ONU, le 20 août 1955, Radio Genève propose une dernière émission au cours de laquelle un bilan est esquissé. Après 2 semaines de session au Palais des Nations, les savants atomistes du monde entier se sont séparés cet après-midi. En 15 jours, la puissance atomique qui depuis 10 ans projetait son ombre sinistre sur la Terre nous est apparue sous un visage nouveau, celui de la paix. En persuadant les hommes qui assument les destinées des grandes nations de lever le secret qui jusqu'ici pesait si lourdement sur leurs recherches, les physiciens ont rendu à l'humanité le plus grand des services, celui de nous montrer que l'énergie nucléaire pouvait autant contribuer à l'essor prodigieux de notre civilisation qu'à sa perte. Le choix est désormais dans la main de l'homme. Il convient donc de féliciter les Nations Unies de ce résultat. Le débat que vont diffuser ce soir les Instants du Monde clôture la série de reportages consacrés aux expositions et à la conférence pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Les questions auxquelles répondront les physiciens et journalistes qui ont suivi les entretiens du Palais des Nations sont celles que chacun de nous se pose. Que peut-on désormais attendre de l'atome? Le bonheur ou le malheur de l'humanité? André Chavannes participe à ce débat, cette fois-ci de l'autre côté du micro, en tant qu'invité. On a dit beaucoup de mal de la bombe atomique, alors que ce n'est pas la bombe atomique dont il faut dire du mal, mais de la conscience humaine, qui après 2000 ans, encore une fois de ce qu'on a appelé du christianisme, nous a rendus pratiquement des maniaques de la guerre. Tant que les rêves de Platon, d'Auguste Comte, d'une civilisation entièrement entre les mains des savants n'auront pas été réalisés, je ne crois pas que ce soit pour demain matin, et il est bien certain que les savants travailleront en faveur de personnes ou au bénéfice d'une civilisation dont ils ne sont d'aucune manière responsables. Pour André Chavannes, l'énergie nucléaire ne peut être considérée comme mauvaise ou dangereuse en soi. Tout dépend de l'usage que l'on en fait.
S'il prend la défense des scientifiques, il pointe du doigt une civilisation obsédée par la guerre, basée sur les inégalités sociales et le règne de l'argent. Le scientifique André Chavannes est par ailleurs un homme de gauche. Il est membre du Parti socialiste, un parti qui s'est distancé idéologiquement des communistes, mais qui considère aussi le capitalisme comme un ennemi dangereux. C'est lui qui se fera quelques années plus tard l'un des porte-voix de la contestation à l'arme atomique suisse. Mais retrouvons un moment notre autre physicien, Paul Scherrer, l'homme à qui le Conseil fédéral a donné mission d'étudier secrètement la possibilité pour la Suisse d'acquérir l'arme atomique. Paul Scherrer a également suivi de près les travaux de cette fameuse conférence atomique de 1955. Les équipes de Reactor AG, la société de développement du nucléaire qu'il dirige, travaillent d'arrache-pied dans leur laboratoire de Würenlingen. Mais Paul Scherrer entend aussi bénéficier des avancées de la recherche au niveau international. Et les meilleurs dans le domaine atomique, ce sont bien sûr les Américains. À Genève, au moment de la conférence atomique, les visiteurs de l'exposition Atomes pour la paix ont pu admirer un réacteur expérimental américain, le Saphir. Ce réacteur, la Confédération va l'acheter pour le compte de Reactor AG pour la somme de 770 000 francs. Le 20 août 1955, le réacteur Saphir est solennellement remis à Paul Scherrer, qui prononce un discours à cette occasion. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour la remise solennelle du réacteur expérimental que les autorités américaines ont accepté à céder à la Suisse. Nous sommes heureux d'avoir pu acquérir ce réacteur dont nous avons apprécié les qualités. Il répond exactement à ce que nous voulions. Grâce à lui, nous aurons la possibilité de faire des recherches nécessaires sur les neutrons, de produire des isotopes radioactifs pour les hôpitaux et notre industrie, et avant tout, de préparer le personnel dont nous aurons besoin pour le développement dans l'application industrielle de l'énergie atomique. Ces appareils atomiques sont maintenant des produits techniques qu'on échange, qu'on peut même acheter. Ils sont entrés dans notre vie de tous les jours et ont cessé d'être pleins de secrets et de mystères. Du réacteur expérimental Saphir, Paul Scherrer dit attendre des services dans le domaine de la recherche, en médecine ou dans l'industrie. Saphir peut par exemple produire des isotopes radioactifs qui seront utilisés pour les radiothérapies. Mais ces applications restent limitées. Le réacteur américain ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'armes atomiques ni même pour la construction de centrales nucléaires. Les ingénieurs de Würenlingen vont durant les années suivantes redoubler d'efforts pour fabriquer leur propre réacteur nucléaire. Un réacteur qui, lui, leur permettrait d'exploiter des centrales nucléaires. La Suisse a fait un pas dans un domaine essentiel à l'acquisition de la bombe. Elle possède enfin de l'uranium. Nous savons en effet aujourd'hui qu'entre 1953 et 1955, les autorités suisses ont réussi à obtenir, par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne, 10 tonnes d'uranium métallique en provenance de mines au Congo belge. 5 tonnes de cet uranium ont été dédiées au nucléaire civil et envoyées à Würenlingen dans les laboratoires de la société Reactor AG. L'armée sait garder les 5 tonnes restantes, qu'elle a stockées dans une galerie souterraine sous les Alpes. En 1956, des chars soviétiques pénètrent en Hongrie. Cet événement marque fortement l'opinion. Si officiellement la Suisse n'a toujours pas le projet de se doter d'armes atomiques, au sein de la société suisse, des voix se lèvent pour réclamer cette arme. Ainsi, en 1957, la puissante Société suisse des officiers, à laquelle près de 40% des parlementaires suisses appartiennent, n'hésite pas à réclamer publiquement la mise en place d'une défense atomique. Dans le même temps, les mouvements de contestation de l'arme atomique se font eux aussi plus fortement et plus largement entendre.
En 1954, le médecin français Albert Schweitzer avait pris position contre l'armement atomique au moment de recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo. Il exprime à nouveau cette opinion 3 ans plus tard, le 23 avril 1957, au micro de Radio Oslo, et appelle les citoyens à faire pression sur leur gouvernement pour que cessent définitivement les essais nucléaires. Au début de 1958, a lieu en Grande-Bretagne la première marche contre les armes nucléaires. Des centaines de militants relient Londres à Aldermaston, où se trouve une usine de fabrication de missiles nucléaires. C'est à cette occasion qu'est composé le célèbre logo du symbole de la paix et qui sera plus tard associé au mouvement hippie ou Peace and Love, logo que l'on doit au designer britannique Gerald Holtom. En Suisse aussi, on commence à se mobiliser. En mai 1958, le mouvement suisse contre l'arme atomique, ou MCAA, voit le jour à Berne. Ses membres sont issus de 3 principaux courants politiques. Des militants de gauche, proches ou membres du Parti socialiste, des militants pacifistes et un petit groupe de marxistes anti-staliniens. Il faut d'emblée noter que le Parti du travail et tous les autres mouvements partisans de l'URSS en sont exclus. En refusant d'inviter les communistes du Parti du travail à se joindre à eux, les organisations fondatrices veulent exprimer une ligne idéologique claire. S'opposer à l'armement atomique ne signifie pas ouvrir les bras au communisme, ni à chercher indirectement à le favoriser. Malgré tout, le mouvement n'échappera pas à l'accusation de se faire l'allié objectif de l'URSS. C'est 2 mois à peine après la fondation du MCAA, le 11 juillet 1958, que le Conseil fédéral publie une déclaration officielle annonçant qu'il étudie la possibilité de doter la Suisse d'armes atomiques. Fidèle à nos traditions séculaires en matière de défense nationale, le Conseil fédéral est d'avis que l'armée doit recevoir les moyens les plus efficaces pour lui permettre de maintenir notre indépendance et de protéger notre neutralité. Les armes atomiques font partie de ces moyens. Comment expliquer que ce projet resté confidentiel depuis 1945 soit enfin assumé au grand jour par les autorités suisses en 1958 ? Si la question de la neutralité a pesé longtemps en faveur du silence, le fait qu'un autre pays neutre, la Suède, ait fait part de sa volonté d'acquérir des armes atomiques a probablement contribué à décomplexer les autorités helvétiques qui s'abritent derrière le concept de la neutralité active. À l'international, les réactions les plus négatives à cette annonce viennent de l'URSS et du Japon, sans déclencher pour autant d'incidents diplomatiques majeurs. Au niveau national, ce sont les militants du tout jeune mouvement suisse contre l'armement atomique qui vont le plus visiblement s'y opposer. Le MCAA décide en effet de lancer une initiative pour interdire le nucléaire militaire en Suisse. Il s'agit donc, comme pour toute initiative populaire, de modifier le texte de la Constitution, en rajoutant notamment un article qui stipulerait que la fabrication, l'importation, le transit, l'entrepôt et l'emploi des armes atomiques de toute nature seraient interdits sur le territoire de la Confédération. L'initiative est déposée en avril 1959 avec 73 000 signatures, alors que seules 50 000 sont nécessaires. Parmi les soutiens et signataires, on trouve des scientifiques et des intellectuels comme Friedrich Dürrenmatt ou encore Hermann Hesse. Dans certains cantons de Suisse romande, le soutien à l'initiative est important. À Neuchâtel, l'Église protestante se mobilise et de nombreux pasteurs soutiennent un comité en faveur de l'initiative. À Genève, les religieux protestants et des intellectuels s'unissent et publient une déclaration de soutien. Le scientifique genevois et socialiste André Chavannes va jouer un rôle important dans la campagne autour de cette initiative. Ce physicien, qui promeut toujours le développement de la recherche nucléaire, va se positionner dans le camp des opposants à l'armement nucléaire. À la suite du mouvement suisse contre l'armement atomique, le Parti socialiste a lancé sa propre initiative concernant le nucléaire.
moins radicale que celle du MCAA, elle demande que toute acquisition dans le domaine du nucléaire militaire soit soumise au vote populaire. Ce n'est pas l'initiative qu'André Chavannes défend en premier lieu. Récemment élu au Conseil d'État genevois, il s'engage plutôt en faveur de l'initiative visant à interdire le nucléaire militaire en Suisse. C'est dans ce camp qu'il participe le 23 mars 1962 à un débat radiophonique d'avant-votation. André Chavannes tient à faire une mise au point, comme s'il voulait devancer les possibles accusations de ses adversaires. Non, il ne soutient pas les forces communistes, et non, il n'est ni antimilitariste ni contre la défense nationale. Sur le jeu du communisme, je pense tout de même que nous pouvons dire que les communistes qui sont férus de la Russie, qui elle dispose des armes les plus puissantes, je pense tout de même que c'est difficile d'admettre que les initiateurs sont en faveur de cet armement atomique dans un autre pays. En tout cas, je pense qu'on me ferait l'honneur de croire que ce n'est pas mon cas. Et d'aucune manière. Je veux bien croire. Mais s'il y a un cas particulier où il y a une dissociation totale, je m'excuse de le dire par exemple, entre le socialisme roman et le communisme, une dissociation absolue, qui n'existe peut-être pas toujours dans des lois sociales, c'est sur ce cas particulier de l'armement atomique dans lequel excellent les Russes. Pour prouver qu'il n'est pas antimilitariste, André Chavannes présente ses états de service. Comme la plupart des Suisses, il a fait ses 1000 jours de mobilisation en simple soldat durant la Seconde Guerre mondiale. Chavannes ne veut pas seulement témoigner de sa bonne foi personnelle. En décrivant ce qu'il a pu observer des moyens de défense de l'armée suisse durant la guerre, il dévoile ses arguments contre l'acquisition de l'armée atomique. J'ai fait la défense nationale en 1939, sur le plateau, défense du plateau, en 1939, 40 et 41, pratiquement sans aviation, sans artillerie à moyenne portée autotractée, pratiquement sans DCA et absolument sans tank. Nous n'avions pas les armes les meilleures. Est-ce que nous avons désespéré de la défense nationale? Est-ce que personnellement, je m'excuse de m'engager, j'ai désespéré moi de la défense nationale? Pas du tout. J'ai fait mes 1000 jours de mob, j'ai pas essayé de m'en aller, peut-être que j'aurais eu des moyens, et j'ai continué à faire mes cours de répétition, parce que je crois, et alors je crois véritablement, que les difficultés d'armement d'un pays neutre de 5 millions d'habitants, sans industrie lourde, ces difficultés sont telles, la différence qu'il y a entre les grands pays, Russie, Américains, et nous, n'est pas simplement une différence de pourcentage, nous sommes 5, 10, 15% d'une armée comme celle-ci. Ces difficultés d'armement sont telles que jamais nous n'aurons cette notion des armes les meilleures, nous aurons les armes possibles. Je pense que la défense nationale militaire existe, elle doit exister, je ne sais pas ce qui se passe dans 50 ans, mais maintenant elle a encore un sens, mais que nos moyens de défense sont des moyens psychologiques, des moyens d'une mission internationale, d'accepter une mission internationale, qui peut être la Croix-Rouge, qui peut être l'aide que nous venons de donner hier aux tractations entre les Algériens et les Français, qui peut être tout ce que peut donner une neutralité, et que ceci est au premier rang de notre possibilité de défense, à mon avis, avant un armement qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir. Pour André Chavannes, l'armée suisse ne fera jamais le poids avec les grandes puissances sur le terrain. La Suisse doit orienter ses efforts ailleurs, continuer à faire ce qu'elle sait faire à travers la diplomatie, la promotion du droit international et des institutions comme la Croix-Rouge. Au moment du vote, le 1er avril 1962, l'initiative contre l'armement atomique est rejetée par 65,2% des voix au niveau national. Et ce, malgré le fait qu'elle soit acceptée assez largement dans des cantons romans, obtenant 70,7% des voix dans le canton de Neuchâtel, 63,7% dans le canton de Vaud et 60,5% des voix à Genève. Un an plus tard, l'initiative du Parti socialiste demandant la consultation du peuple en cas d'achat de matériel militaire nucléaire est rejetée par 62,2% des voix. Les résultats des deux initiatives confortent les autorités fédérales dans leur projet d'armement nucléaire. Arrivé à l'âge de la retraite, Paul Scherrer n'est plus à la tête de la commission de recherche sur l'énergie atomique. Il a également quitté la direction de l'Institut de physique de l'EPFZ. Si l'armée veut ses armes nucléaires, la recherche coûte cher. Et l'argent n'est pas le moindre des problèmes. Jusqu'en 1959, les industries privées ont financé la société de développement atomique Réacteur AG à hauteur de 18,2 millions de francs, pour 45 millions engagés par la Confédération.
En 1960, suite à des mauvaises estimations de coûts et au retrait de plus en plus marqué de l'industrie privée, les laboratoires de réacteurs âgés passent en main fédérale. Réacteurs âgés change de nom et devient l'Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs. Cette restructuration n'empêchera pas l'Institut de Wurenlingen de connaître au mois d'août 1960 son premier grand succès en parvenant à mettre en service le premier réacteur nucléaire suisse, Diorit. Le succès de Diorit est une étape fondamentale dans le développement du nucléaire civil. Il va conduire à la construction de la première centrale nucléaire expérimentale à Lucens, dont les travaux commencent en 1962. De leur côté, les responsables militaires peuvent envisager plus concrètement de doter progressivement l'armée d'engins atomiques. Mais les opposants à la bombe ne baissent pas les bras. En juin 1963 a lieu en Suisse romande la première marche pour la paix, sur le modèle des marches qui ont démarré en 1958 en Grande-Bretagne. Cette marche a été filmée par les caméras de la télévision suisse romande. On y voit une colonne d'hommes et de femmes, et parmi eux beaucoup de jeunes, traverser la campagne entre Lausanne et Genève, en portant des banderoles et des pancartes où figurent des slogans en faveur de la paix et le fameux symbole « Peace and Love ». Pour que s'efface de l'esprit des hommes l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, des jeunes, depuis plusieurs années déjà, lorsqu'on leur en laisse le droit, se mettent en mouvement un peu partout dans le monde. Voilà le spectacle désormais classique d'une marche dite anti-atomique, la première du genre organisée en Suisse. D'où viennent-ils ces jeunes? Pourquoi sont-ils là? Nous avons cherché à le savoir. Ils viennent d'un peu tous les horizons professionnels, politiques, religieux, pour une affirmation qu'ils ne veulent ni politique ni religieuse. Ils étaient 400 au départ, ils seront 1000 à l'arrivée, après 3 jours de marche. Notons que ces militantes et militants s'opposent au nucléaire militaire, mais ont pour la grande majorité toujours foi dans un nucléaire civil, au service de la paix. Au milieu des marcheurs, on retrouve André Chavannes, le conseiller d'État genevois, qui a fait campagne pour l'initiative contre l'armement nucléaire. André Chavannes se réjouit de voir de plus en plus de jeunes se joindre au combat contre l'armement nucléaire. Il fait aussi référence à la crise des missiles de Cuba. En octobre 1962, des navires russes étaient sur le point d'installer sur les côtes cubaines des missiles en direction des USA, un acte d'agression qui a failli dégénérer en guerre nucléaire. Je suis extrêmement heureux que des jeunes, et dit ceci, font ainsi écho à des milliers de physiciens, de savants physiciens qui ont travaillé dans l'atomisme, savent les dangers extrêmes de la bombe atomique. Ils font écho à des chefs de gouvernement comme Kennedy et Khrouchtchev, qui ayant eu la responsabilité il y a quelques mois encore de déclencher ou de ne pas déclencher une guerre thermonucléaire, ont expliqué, chacun à leur manière, à leur peuple, ce que signifiait une guerre thermonucléaire. Et Kennedy signifiant qu'actuellement on ne comptait plus les morts par mort, mais par millions de morts, par méga-morts. Alors je crois en liaison avec ces hommes qui ont cette responsabilité extraordinaire, extraordinairement lourde, et en liaison avec les moralistes, je dirais les plus influents de notre siècle, avec les orientaux bien sûr, mais chez nous en Occident, avec des athées comme Russell ou avec des chrétiens comme Karl Barth et Jean XXIII, je crois que tous ensemble, nous pouvons nous féliciter que des jeunes même, si parfois ils ne sont pas d'accord sur l'ensemble des moyens à utiliser, si nous ne sommes pas personnellement d'accord avec tous ces moyens-là, affirment qu'ils ont non seulement le droit, mais le devoir de s'intéresser à ce problème central, non seulement des hommes, mais de la race humaine. Tandis que les militants pour la paix poursuivent leurs actions,
L'armée, de son côté, avance dans son projet d'armes nucléaires. 3 experts en physique mandatés par l'état-major de l'armée livrent le 15 novembre 1963 un rapport intitulé « Possibilité pour une production autochtone d'armes nucléaires ». Parmi ces experts, il y a le délégué du Conseil fédéral aux affaires atomiques, Urs Hochstrasser. Interrogé en 1989 par la télévision alémanique, il évoque la teneur plutôt encourageante pour l'armée de ce rapport. Nos conclusions étaient que sur le plan industriel, la Suisse avait tout ce qu'il fallait pour fabriquer des armes atomiques. Que ça coûterait plusieurs milliards, et c'était au fond une question d'organisation. Urs Hochstrasser et les 2 autres experts pensent que les efforts doivent se concentrer sur une bombe à l'uranium plutôt qu'au plutonium. Ils évaluent son coût à 750 millions de francs, une somme qu'ils pensent supportable pour la Confédération. Ils estiment que les travaux pourraient durer entre 13 et 35 ans. Le rapport propose que les 3 physiciens s'engagent dans une nouvelle phase exploratoire de 3 ans, avec un crédit de 20 millions de francs. Le chef de l'état-major général soutient ces recommandations. Mais quelques mois plus tard, à l'été 1964, éclate le scandale des mirages. Le département de la Défense se voit refuser par le Parlement un crédit supplémentaire de 576 millions de francs pour l'achat de 100 avions Mirage. De plus, une enquête parlementaire est ouverte pour faire la lumière sur la façon dont l'armée gère son argent. L'affaire des Mirages sera l'occasion d'un resserrement drastique du budget militaire. Ces problèmes financiers suffisent-ils à expliquer que le projet atomique militaire suisse se soit enlisé et n'ait jamais véritablement pu prendre forme ? Pour ce qui concerne les années 60, c'est très probable. Mais pour les années qui ont précédé, pour expliquer cette absence de concrétisation du projet atomique militaire suisse, une hypothèse pointe vers Paul Scherrer comme un possible responsable. Paul Scherrer avait collaboré avec les services secrets américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait livré à la CIA de précieux renseignements sur l'état des recherches en Allemagne. Les services secrets américains possédaient une antenne à Berne et Paul Scherrer était devenu l'une de leurs sources de renseignements les plus sûres pour tout ce qui concernait la recherche nucléaire allemande. Une fois la guerre terminée, Paul Scherrer a-t-il coupé les liens avec les services secrets américains ou a-t-il œuvré pour que la Suisse échoue à obtenir la bombe atomique en aidant ainsi les Américains qui voyaient d'un mauvais œil la prolifération des armes atomiques hors de leur territoire ? Une théorie faisant de Paul Scherrer un informateur des Américains est évoquée par le journaliste Pierre-André Stauffer en 1996 dans les pages du magazine L'Hebdo. Mais cette hypothèse n'est pas confirmée à ce jour et les historiens qui ont étudié le parcours du physicien ne possèdent pas de preuves qui confirmeraient la persistance de liens entre Paul Scherrer et la CIA. En 1968, 3 des grandes puissances atomiques, les USA, l'URSS et la Grande-Bretagne, signent le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Ce traité interdit aux détenteurs d'armements atomiques d'aider tout autre État à en acquérir. De leur côté, les États qui ne possèdent pas ce genre d'armes acceptent de renoncer à en fabriquer eux-mêmes ou à en acquérir. Le Conseil fédéral signe ce traité le 29 novembre 1969. Mais sa ratification par le Parlement va provoquer un débat interminable, notamment au Conseil des États, où se trouve un important groupe de pression qui reste en faveur de l'arme nucléaire. La ratification par les chambres du traité de non-prolifération ne se fera qu'en 1977. En 1981, les réserves d'uranium acquises dans les années 50 et que l'armée conservait toujours dans des galeries sous les Alpes sont affectées à des usages civils. Il faudra encore attendre 1988 pour que le Conseil fédéral prononce la dissolution officielle de la Commission de travail pour les questions atomiques du département de la Défense. C'est la
fin de cet épisode de 1001 Archives. 1001 Archives est un podcast proposé par les archives de la RTS. Cet épisode a été écrit par Sophie Meyer, réalisé par Jonathan Hasselbacher, produit par Grégoire Moll, avec les voix de Sophie Richard et de Jean-Marc Richard. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de ce récit, ainsi que d'autres archives sonores et audiovisuelles sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez mettre ce podcast en favori sur l'application Play RTS ou vous abonner sur les plateformes d'écoute habituelles.